Ce que vous avez fait là, dans les laboratoires existants, et ce qui va se poursuivre dans les formes nouvelles que cette expérimentation va prendre, enfin, ceux qui me connaissent un peu savent à quel point j'y attache une extrême importance. À l'échelle d'une petite académie, c'est-à-dire à une grande échelle, hein, vous savez, on se trompe toujours sur on fait l'inversion en fait les géographes savent bien que la carte au 25 millième, c'est une carte à grande échelle. C'est la carte au 100 millième qui est une carte à petite échelle. Donc c'est à grande échelle, sur un territoire délimité, avec la connaissance fine des caractéristiques de ce territoire, que l'on peut agir probablement avec un peu plus d'efficacité. Et c'est pourquoi le caractère expérimental, à partir de quelques établissements, de façon progressive, et en travaillant des petits groupes, me paraît méthodologiquement certainement la bonne approche, parce qu'on y peut faire des constats qui sont ceux que vous avez présentés et qui portent sur des effectifs limités mais qui ont une valeur probatoire réelle, très significative, et que ça, pour le coup, c'est de nature, pour peu qu'on y associe les élèves, c'est pour moi une des vertus principales que de concilier une sorte de foi pédagogique, de science aussi, à l'œuvre, et de recherche, action. Le laboratoire de la persévérance scolaire, c'est tout ça à la fois. Eh bien, c'est tout ça à la fois, et ce sont les élèves comme acteurs de tout ça. C'est-à-dire conscients qu'on se donne un certain nombre de moyens un peu exceptionnels pour eux. Déjà, en soi, c'est une chose à laquelle, pour la plupart, ils n'ont pas été habitués. Mais c'est aussi une manière de se donner des ambitions apparemment modestes pour atteindre plus sûrement les résultats. C'est une manière de mettre en œuvre, au fond, ce mot trop souvent galvaudé, employé lui aussi dans un autre sens que son sens véritable, qui est la bienveillance. J'ai quelquefois l'impression, quand je l'entends employer de toutes parts et à tort et à travers, qu'on confond la bienveillance avec la pitié, la charité, la résignation, une sorte de fatalisme qui prendrait les dehors du sourire plutôt que de la stigmatisation. Mais au fond, souvent, ça consiste à adoucir une sorte de condamnation. On est bienveillant parce qu'on pense que la personne que l'on a en face de soi n'arrivera à rien, et donc on lui fait passer cette conviction de la manière la moins douloureuse possible. Mais ça n'est en rien de la bienveillance, cela. En rien. La bienveillance réelle, la bienveillance véritable consiste à révéler à la personne dont on s'occupe qu'il est capable de choses qu'il ne soupçonnait pas lui-même pouvoir faire. C'est le regarder comme quelqu'un de capable de faire des choses qu'il ne fait pas au départ. C'est une manière de réaliser ce que disait Samuel Beckett. C'est-à-dire, se donner du mal pour de petites choses, c'est parvenir aux grandes avec le temps. C'est donc un investissement sur le temps, mais qui commence par se donner du mal pour de petites choses. C'est l'incarnation de la progressivité des apprentissages. Et pour en donner un exemple avant de m'arrêter, au lycée Belin, nous mettons en place un parcours qui doit permettre à des élèves en bac pro
d'entrer par donc un parcours spécial à l'école nationale supérieure de mécanique et microtechnique de Besançon, l'ENSEM, et d'arriver finalement à un diplôme d'ingénieur. L'inspirateur de ce parcours, c'est un industriel qui a révolutionné l'horlogerie et qui aime à dire que ce sont ses professeurs qui ont fait du cancre qu'il était, selon lui. Je soupçonne d'exagérer un peu, mais enfin, l'horloger révolutionnaire qu'il a été par la suite. Et ses professeurs du CET, dans lequel il a passé un CAP d'ajusteur, qui est son premier diplôme. C'était possible pour ma génération, puisque nous avons un an d'écart. Est-ce que ça serait autant aujourd'hui? C'est toute la question, et c'est ce qu'il veut s'efforcer de démontrer. Mais ça suppose que les professeurs, qui vont avoir la responsabilité, les professeurs du lycée, qui vont avoir la responsabilité d'amener ces jeunes progressivement, j'insiste, au niveau des attentes requises, on ne commence pas, comme il dit, à leur faire monter des marches de 2 mètres de haut. Parce qu'ils n'y arriveront pas. Personne n'y arriverait. Donc ce point me paraît crucial. La persévérance commence par une limitation des objectifs. Quand on recueille un public qui ne se croit pas capable de rien faire ou pas grand-chose, si l'on part de l'idée qu'il faut très vite exiger de lui ce que les meilleurs font sans peine, on se condamne immédiatement à l'échec. Les études ne doivent pas être considérées comme une course d'obstacles. Cette notion, et qu'on doit faire le plus rapidement possible, une course de vitesse, 110 mètres haies. Cette idée serait d'ailleurs incompatible avec celle de la persévérance. La persévérance, c'est le temps. C'est la foi mise dans le temps. Moi, je veux croire à la poursuite de ce projet des laboratoires de la persévérance scolaire, et je ne saurais assez remercier Gilles Ferréol pour le concours qu'il a donné dès le début à cette idée, et la caisse de résonance qu'il lui donne, tout en organisant de façon périodique des mises au point, des comparaisons qui sont aussi une manière de l'éclairer scientifiquement. Tout cela est assez exemplaire, et je ne pouvais pas faire moins que d'apporter cette modeste reconnaissance institutionnelle à ce magnifique travail collectif.